Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts Elfie Morel. Bonjour Elfie. Bonjour. Alors Elfie, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs, nous raconter un petit peu votre parcours qui vous a amené à la coloration capillaire végétale? Donc moi en fait, je suis ingénieure chimiste de formation. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des laboratoires de cosmétiques en formulation de produits. Donc c'est moi qui crée en fait toutes les recettes de cosmétiques et je me suis spécialisée en produits capillaires. Donc j'ai travaillé pour des marques, notamment pour les coiffeurs. Et lors de mes expériences, en fait, j'ai eu une expérience personnelle et professionnelle qui m'ont menée vers la coloration capillaire végétale. D'abord, l'expérience personnelle. En fait, moi, j'ai utilisé des colorations chimiques classiques, comme tout le monde, pendant plusieurs années quand j'étais plus jeune. Donc je faisais des mèches, des couleurs, etc. En fait, à 20 ans, je me suis retrouvée avec les cheveux totalement bousillés. Voilà, j'étais obligée de tout couper. Et c'est là que j'ai cherché une alternative, en fait. Et j'ai découvert donc la coloration végétale à travers le henné, qui est une des plantes qui est le plus utilisée en végétal. Et là, déjà, ça a été une révélation pour moi. En termes de qualité de cheveux, ça n'avait rien à voir. Voilà, j'ai vraiment vu la différence, les cheveux qui étaient plus forts, plus brillants, le côté soin, la couleur que j'adorais aussi, bien sûr. Donc déjà, il y a eu ça. Donc là, à ce moment-là, personnellement, j'ai arrêté les colorations chimiques. Et ensuite, donc comme je travaille dans le secteur cosmétique et dans le capillaire, j'ai moi-même fabriqué des colorations chimiques. Et donc en fait, je devais porter tout un tas d'équipements, voilà, combinaison intégrale, tout ce qui est masque pour respirer, pour protéger les yeux, faire manipulation sous hotte, parce que tout simplement, les colorants qu'on utilise en coloration capillaire chimique, c'est des produits qui sont vraiment dangereux pour la santé. Souvent, ils sont suspectés d'être cancérigènes, etc. Donc, il y a des têtes de mort dessinées dessus. Donc voilà, il y a tout un tas de précautions à prendre pour les manipuler. Donc en fait, ça m'a encore plus... J'étais déjà persuadée personnellement que que c'était pas des bons produits, en tout cas pour nos cheveux. Mais là, en plus d'avoir manipulé tout ça, je me suis dit, c'est pas possible, la coloration chimique, ça devrait limite plus exister. En fait, c'est des produits tellement dangereux pour la santé et l'environnement que voilà. Donc du coup, je me suis retrouvée à rechercher beaucoup de choses sur le végétal, à expérimenter des choses, à m'apercevoir en fait qu'il existe plein de plantes, possibles pour faire des colorations, qu'on peut donc obtenir tout un tas de teintes, s'amuser. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser comme ça en fait. D'accord, ok. Donc vous avez le bagage qui fait que vous comprenez de quoi vous parlez. Vous avez en plus vu l'envers du décor et vous avez entre guillemets subi les dégâts que peuvent causer les produits chimiques, etc. De la coloration capillaire. Alors du coup, ça vous a amené à créer une société. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'aventure de la société? Quand est-ce qu'elle s'est créée? Ce que vous proposez comme produit? Est-ce que vous travaillez avec des gens? Enfin, nous raconter un petit peu cette entreprise. Donc c'est un projet qui a démarré en fait en 2020. C'est un changement personnel qui m'a amené en fait à arrêter mon travail salarié. Et en fait, moi j'avais cette idée en tête quand même depuis quelques années. Parce que comme je vous ai dit, je faisais déjà mes propres expériences sur moi, sur des amis, la famille, etc. Donc j'avais commencé un petit peu mes recherches. Et en fait, donc en creusant le sujet, en faisant mon étude de marché, je me suis aussi aperçue que, en fait, aujourd'hui, les marques qui existent en coloration capillaire végétale, elles sont souvent fabriquées en Inde, puisqu'on utilise, comme je disais, le henné, l'indigotier et d'autres plantes ayurvédiques indiennes. Et donc, en fait, finalement, on importe tous ces produits-là.
Et en plus, on les retrouve dans les magasins bio, dans des cartons. Les poudres sont dans des sachets en plastique, avec des charrettes en plastique jetables, des gants en plastique jetables. Et en fait, je me suis dit, c'est une hérésie de faire des produits naturels qui sont bons pour la santé, mais par contre, niveau impact carbone, c'est du zéro, quoi. Qu'avec du jetable, des produits importés. Donc c'est comme ça, en fait, que m'est venue l'idée de créer la marque, en ayant vraiment ce côté éco-responsable. Donc, en essayant de sourcer un maximum de plantes plus locales, donc qui vont être cultivées en France ou en Europe. Et aussi, donc, avec dans le packaging, l'emballage, que des produits qui sont 100% biodégradables, compostables, de pas proposer d'accessoires en plastique pour appliquer sa couleur. Donc voilà, c'était vraiment la genèse du projet. La société, ensuite, elle a été créée en juin 2022. Après, donc, il y avait bien sûr tout le temps de développement, de sourcing des plantes, de tests. Donc, j'ai travaillé dès le départ avec des coiffeurs, parce que pour moi, c'était important d'avoir des produits de qualité. Et puis, j'étais habituée aussi dans mon travail à l'exigence des coiffeurs. Donc pour moi, c'était vraiment important. Et d'ailleurs, au départ, c'était un projet que je pensais plus destiné aux particuliers. Et finalement, au fur et à mesure, en étant en contact avec les coiffeurs, ils m'ont montré aussi de l'intérêt, en fait. D'accord. Et donc, finalement, ça s'est fini en une marque qui répond finalement aux deux clientèles. Donc, à la fois les particuliers et les coiffeurs. Donc, aujourd'hui, il y a 6 teintes qui ont été créées. Donc, qui vont du blond doré au châtain marron. Et ça a été lancé, en fait, fin 2022, en septembre, via une campagne de crowdfunding sur Ulule, qui a très bien fonctionné. Donc, au niveau de la fabrication, je travaille en fait avec un laboratoire partenaire qui est à Pamiers et qui s'occupe donc de la production selon les bonnes pratiques de fabrication. Puisque voilà, pour tout ce qui est cosmétique, il y a toute une réglementation. Ça aussi, ça a été aussi impactant dans le développement des produits, parce qu'il y a tous les dossiers information de produits à faire, etc. Valider par un toxicologue les formules. Donc tout ce cheminement-là pour pouvoir commencer les premières fabrications, donc début 2023. Donc c'est assez récent. D'accord. Elwen, donc c'est une marque qui s'adresse autant aux particuliers qu'aux coiffeurs. Et donc je pense que vous êtes la première qui fait les deux. Je trouve ça intéressant. Donc du coup, vous avez dit 6 teintes de produits. Donc là, on est vraiment sur la coloration capillaire. Est-ce que vous avez dans l'idée de développer d'autres produits toujours à base de plantes pour accompagner la gamme et faire, je sais pas, des shampoings, des produits de soins, etc. Ou vous allez vous focaliser sur la couleur? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors après, j'ai déjà d'autres teintes en cours de développement aussi, que j'avais même développées dès le départ, mais il fallait choisir quelques teintes pour déjà démarrer l'activité. Donc déjà d'autres teintes de couleurs, c'est sûr, mais j'aimerais bien aussi développer effectivement toute une gamme de soins, avec toujours pour idée par contre de mettre vraiment les plantes au centre du produit. Ça c'est ce qui est aussi ce qui incarne le cœur de la marque, parce que d'ailleurs la baseline, c'est la beauté ancestrale par les plantes. Donc c'est vraiment et des plantes brutes. Ouais. Donc vraiment plantes séchées sous forme de poudre dans les produits. Donc ça peut être peut-être un shampoing aux plantes, un masque de cuir chevelu aux plantes. Voilà, ça peut être toute une gamme de soins à proposer de ce type, et toujours aussi bien sûr dans la démarche écologique, etc. D'accord. Et alors, donc, si on achète un produit d'Elwen, on le reçoit comment? Il est matérialisé comment? Vous pouvez nous raconter un petit peu? Vous avez dit des emballages éco-conçus et tout ça, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. C'est ça. Donc, en fait, il y a 2 formats différents, du coup, pour les 2 types de clientèle. Donc, pour les particuliers, c'est des formats de 100 grammes. Ce sont des sachets, en fait, qui sont en sachets craft, qui sont en matériaux biodégradables et compostables, et qui sont étiquetés aussi avec une étiquette qui est elle-même biodégradable. Donc, c'est des étiquettes à base de lin et de résidus de canne à sucre, de lin et de chanvre. Donc, ce qui fait qu'une fois qu'elles ont utilisé leur coloration, en fait, elles peuvent directement mettre leur sachet et l'étiquette dans leur compost, dans leur jardin. Top. Donc, vraiment, il n'y a pas de déchets. Et donc, pour les coiffeurs, eux, ils ont des formats un peu plus grands, de 500 grammes, qui leur permettent de faire quand même plusieurs clientes. Voilà les grandes différences entre les deux. D'accord, ok. Alors, donc vous avez parlé de vos partenaires, donc dans le sens, enfin plutôt les débouchés, on va dire, salon de coiffure et les particuliers. Vos partenaires, vous avez dit que vous essayez d'avoir un sourcing le plus possible en France
et en Europe. Qu'est-ce que j'allais dire? Quel type de plantes vous travaillez dans vos mélanges? Et est-ce que ça a été facile de trouver les ressources en France? Alors, donc moi, j'utilise quand même deux plantes qui sont incontournables en végétal et qui malheureusement ne poussent pas vers chez nous. C'est l'indigo et le henné. Je pense qu'on en a parlé également. En fait, le henné va vraiment servir d'accroche aux autres pigments. Et l'indigotier, il va permettre vraiment de foncer les couleurs et donc d'obtenir des marrons. Donc ces deux plantes-là, elles sont quand même sourcées en Inde parce qu'elles poussent pas du tout près de chez nous. Non. Peut-être avec le réchauffement climatique dans quelques années, ça va pousser chez nous, mais ça sera plutôt mauvais signe. Et ensuite, donc pour toutes les plantes qu'on va associer pour obtenir différents reflets, mais aussi pour leurs propriétés de soins. Donc là, je vais prendre des plantes plus locales, donc par exemple de la garance des teinturiers, l'extrait de châtaignier, du houblon, du romarin, de la gaude, de la bourdaine. Donc c'est des plantes vraiment qu'on peut trouver de par chez nous, qui poussent naturellement en France. Après, par contre, ça a été effectivement pas facile de trouver des fournisseurs. Donc, je vais travailler, par exemple, avec des grossistes en herboristerie ou des fournisseurs de plantes colorantes ou des producteurs. Mais finalement, en fait, il y a très peu de culture de plantes colorantes en France aujourd'hui. Donc, pour nuancer ça, on essaye sur le podcast justement de recevoir les agriculteurs en plantes tinctoriales pour montrer que ça existe et qu'il y a de la garance et qu'il y a de la camomille, des coréopsis, des trucs comme ça qui poussent en France. Et on a des agriculteurs et des agricultrices surtout, parce que depuis le début, j'ai que des femmes qui cultivent ça en France. Mais j'avoue, je suis un peu d'accord avec vous, c'est pas évident de les trouver. Donc du coup, un grossiste en herboristerie, c'est intéressant parce que j'ai pas encore eu d'acteur, j'ai pas encore eu d'herboriste, on va dire, sur le podcast. Le métier d'un herboriste, c'est quoi? C'est de repérer les plantes, et lui, sa particularité, c'est qu'il les sèche. Elles sont entières quand... en fait, justement, eux, ils vont travailler directement avec les producteurs. Ils vont récupérer les plantes, mais vraiment brutes. Et en fait, il va pouvoir les transformer sous différentes coupes. Donc après, ils vont pouvoir revendre pour aussi tout ce qui est tisane, etc. En fait, leur métier principal, c'est plus de la tisanerie, je pense, où ils vont proposer différents types de coupes. Mais du coup, ils vont pouvoir aussi proposer du broyage. Et là, c'est ça qui est intéressant pour moi, du coup, vu qu'en coloration végétale, on travaille avec des plantes broyées très finement en poudre pour pouvoir avoir un mélange, une application facilitée avec l'eau chaude. Donc c'est pour ça, parce que aussi, le problème de travailler directement avec les producteurs, c'est qu'ils sont pas équipés pour broyer leurs plantes. Ils peuvent pas fournir des plantes broyées directement. Donc, en passant par un grossiste qui ont quand même du coup plus d'équipement, on va pouvoir avoir cette qualité broyée dont on a besoin. D'accord, ok. Ah, ok, je savais pas ça. D'accord, donc ça c'est l'étape herboriste. Et donc là, vous avez trouvé herboriste en France, je suppose qu'il y en a, mais comme vous dites, plutôt pour la tisane, mais vous arrivez du coup à trouver votre bonheur. Donc des plantes, on a dit, des plantes de soins, des plantes tinctoriales. Donc la majorité de l'approvisionnement, c'est donc Inde pour les deux incontournables, et sinon en France, vous trouvez votre bonheur, quoi. Vous avez parlé d'Europe aussi, coup, il y avait... Voilà, j'allais dire ça va être France ou Europe, parce que donc les herboristes, eux, ils vont travailler avec des pays aussi européens. Et donc pour certaines plantes, en fait, ben finalement, d'une année à l'autre, peut-être ils vont avoir un lot français, peut-être ils vont avoir un lot d'Espagne, peut-être ils vont avoir un lot du Portugal. Donc du coup, c'est pour ça que je précise France ou Europe, parce qu'en fait, même si je veux favoriser le Made in France, bien sûr, ben en fait, parfois, en fonction des années et des lots qui sont récoltés, ben il n'y a pas trop le choix finalement. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça dépend du vivant, et les années, les mauvaises années, forcément, il n'y a pas forcément de ressources. Ok, d'accord, je comprends bien. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'il n'y a pas plus de coloration, je vais y arriver, de coloration capillaire végétale en France? Pourquoi il n'y en a pas plus? Je pense que clairement, il y a un manque de connaissances, mais que ça soit du point de vue des consommateurs, comme du point de vue des coiffeurs, en fait. Il y a beaucoup de fausses croyances en végétal, et du coup, ça fait un peu peur. C'est quoi pour vous ces fausses croyances, pardon? Par exemple, beaucoup de coiffeurs qui refusent de coiffer les gens qui ont fait du végétal parce qu'ils ont peur que ça tourne au vert, que la coloration ne prend pas, que voilà, et du coup qui refusent catégoriquement de toucher des personnes qui ont fait du végétal. Ah ouais? Alors qu'en fait, il y a un apprentissage à avoir, mais il n'y a pas d'incompatibilité en fait entre une coloration chimique ou végétale si la personne veut passer de l'un à l'autre.
Du coup, ils font un espèce de blocage en mode, bah non, le végétal, du coup, j'évite totalement pour prendre aucun risque. Ouais, donc c'est de la méconnaissance plus que c'est plutôt parce qu'ils connaissent pas et qu'ils ne savent pas que ça peut switcher de l'un à l'autre. Enfin, j'avais quand même entendu qu'il fallait, je sais plus, un temps. Enfin, il fallait peut-être laisser un temps entre si on veut switcher, et il fallait surtout bien traiter le cheveu avec un masque à l'argile ou je sais pas quoi pour détoxifier si on passe à la couleur végétale. Oui, on va pas le faire du jour au lendemain. Si effectivement la cliente s'est fait une coloration chimique, 3 jours après elle veut faire du végétal. Dans ce sens-là, ça va encore à peu près mieux se passer. Dans l'autre sens, ça va être peut-être plus compliqué parce que le végétal, vu qu'il va se déposer autour du cheveu, il peut faire un petit peu barrière à la coloration chimique qui elle va tenter de pénétrer à l'intérieur. Donc c'est même plus dans ce sens-là que c'est plus problématique. Mais après, voilà, il suffit d'attendre quelques mois. Effectivement, c'est mieux de faire des masques argile en plus pour vraiment rétablir le pH du cheveu et pouvoir avoir une meilleure accroche du végétal. Mais en soi, on aura quand même un résultat. Le résultat sera meilleur si on fait des masques arachides, mais si on n'en fait pas, il y aura quand même un résultat. Dans le sens où on fait du végétal sur du chimique, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, vu que le cheveu modifié chimiquement est très poreux, et des fois la végétale accroche moins bien. Donc on va devoir faire peut-être plus d'applications parce que le cheveu va dégorger plus vite s'il a été modifié chimiquement avant que s'il est naturel en fait. Une méconnaissance des niveaux des coiffeurs et des niveaux des consommateurs. Est-ce que vous avez des craintes quand vous avez demandé par exemple à vos amis pour essayer vos produits, et quelles ont été leurs premières réactions, quelles sont les craintes des clientes à passer à la coloration végétale? Alors pour celles qui font à la maison, il y a déjà aussi le fait de pas réussir à appliquer comme il faut. Des fois, ils ont l'impression que ça va être compliqué, alors que finalement, c'est pas plus compliqué qu'une coloration. Si on se fait des colorations soi-même à la maison, déjà du chimique, c'est pas plus compliqué, puisque le mélange de poudre et d'eau chaude se fait vraiment en 5 minutes. Et après, l'application, on obtient quand même quelque chose, une texture, un cataplasme qui va quand même être une texture assez crémeuse, qui est quand même assez simple à appliquer. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de testeuses autour de moi qui avaient ces craintes-là au départ et qui finalement ont dit la première fois je l'ai fait faire par une amie parce que je craignais un peu, et puis la deuxième fois finalement je l'ai fait toute seule et je me suis dit finalement c'était pas si compliqué quoi. Donc déjà il y a ça, il y a le fait de mal appliquer, peut-être de se tromper du coup et que on n'ait pas le résultat souhaité. Et après il y a aussi cette fausse croyance du cheveu vert. Alors, je sais pas si c'est lié aussi à la couleur de la poudre qui est verte, ou du coup, si on se dit, on va avoir les cheveux verts parce que la poudre est verte, alors que ça n'a rien à voir. Donc, il y a un peu cette croyance-là, où des fois, il y a eu des mauvaises réactions, en fait, de cheveux verts pour des personnes qui avaient utilisé des colorations végétales renforcées au sel métallique. Donc en fait, on utilise ça un peu comme mordant, comme dans les colorations de teinture de vêtements. Et du coup, ça va améliorer la prise des pigments. Mais le problème, c'est que derrière, si on fait des services techniques chimiques, donc ça peut être des permanentes ou d'autres choses, et en fait, ça va réagir avec le sel métallique. Et c'est là qu'on a des cheveux qui cassent, qui deviennent verts, etc. Donc ça aussi, ça a fait peur aux coiffeurs et ils ont du coup cette idée-là, comme je disais, que la coloration végétale, ça fait les cheveux verts ou ça peut abîmer ou etc. Parce que il y avait eu ces histoires-là avec des colorations végétales, mais qui sont pas 100% naturelles en fait finalement. Alors que si on utilise la plante naturelle, il n'y a pas d'incompatibilité comme je disais. Le temps de pose, il est de combien de temps à peu près? Est-ce que ça diffère par rapport à une coloration classique? Alors c'est un peu plus long généralement. Donc déjà il faut couvrir les cheveux, il faut pas laisser à l'air libre, puisqu'en fait la chaleur va activer aussi la coloration. Donc pour une personne qui se le fait à la maison simplement avec une charlotte, une serviette ou quelque chose pour couvrir, c'est jusqu'à 2 heures, surtout si on veut couvrir les cheveux blancs. Et pour des coiffeurs, en fait, eux, ils utilisent une source de chaleur généralement, donc un casque chauffant ou quelque chose, et du coup, ça permet de diminuer le temps par 2. Donc finalement, ils laissent maximum 1 heure. D'accord. Quasiment une coloration synthétique, quoi. Oui, ça va être demi-heure, 45 minutes pour une coloration synthétique.
Ouais, donc c'est pas forcément donc plus long, c'est pas un frein. En gros, attendre un quart d'heure de plus, c'est pas une raison pour ne pas y passer. D'accord. Niveau transmission, qu'est-ce que vous pouvez comment vous pouvez faire en fait pour que des coiffeurs soient au courant, soient formés, etc. Comment vous faites vous pour transmettre ce savoir que vous avez sur la coloration capillaire, pour voilà auprès des clients, mais aussi auprès des coiffeurs? Donc justement, c'est tout le problème vu que les coiffeurs, ils sont pas du tout formés à la coloration végétale dans leur formation en fait de base, leur CAP ou leur brevet de coiffure, ils apprennent pas. Ils apprennent que la coloration chimique. Donc moi ça, je trouve ça aberrant. Chimique. Je comprends pas qu'ils aient D'accord. l'option de voir les deux possibilités, puisque quand même le végétal, ça c'est quand même bien implanté, et du coup qu'ils apprennent pas, qu'ils aient pas le choix en fait au moment de leur formation, je trouve ça assez aberrant. Mais bon, le problème c'est que c'est souvent les écoles, elles sont liées avec des grands groupes, pour pas citer L'Oréal par exemple. Et du coup, c'est finalement D'accord. les grands groupes qui choisissent ce qu'ils mettent dans leur formation. Et du coup, s'ils veulent pas mettre de végétal, D'accord. les écoles n'en proposent pas. Donc finalement, aujourd'hui, c'est les marques qui forment les coiffeurs, en fait, à la coloration Ah ouais, végétale, d'accord. qui font des formations pour pouvoir leur apprendre à utiliser les plantes, etc., le fonctionnement, effectivement, s'il y a des choses à savoir, incompatibilité, etc. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué, parce que moi, j'ai essayé de me rapprocher justement d'écoles de coiffure, et en fait, on m'a dit, non, même pour un stage, je voulais moi proposer un stage de découverte, quoi, pour faire découvrir aux coiffeurs qui sont en formation qu'il y a autre chose qui existe, quoi. Et non, je me suis fait la plupart du temps remballer, parce qu'on m'a dit, non, nous on travaille Ouais, que avec refoulé. tel produit de telle marque, et on peut pas proposer d'autres choses. Donc du coup, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, finalement, c'est aux acteurs de former les gens. Et pareil pour les particuliers, c'est à nous, les marques, en fait, de leur expliquer, de leur faire des tutos, de leur faire voilà tout ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux pour essayer d'éduquer, en fait, les clients à la Ouais. coloration végétale un maximum. J'ai vu que vous aviez fait sur votre site un petit e-book pour expliquer la coloration végétale. J'ai trouvé que c'était bien fait, la différence entre capillaire, une coloration synthétique, une coloration végétale et tout ça. J'ai trouvé ça bien fait. Je trouve que c'est une façon aussi de, en plus des réseaux sociaux, en plus peut-être de tutos, etc., en plus de témoignages. Je trouve ça bien qu'ils aient quelque chose, un support à lire pour avoir la réponse à leurs questions, parce que forcément c'est les questions qui se posent et on n'a pas forcément le temps quand on en parle comme ça de tout expliquer, et donc je trouvais ça très bien, je voulais le souligner. Merci. Donc ok sur la partie je vous en prie. Donc ok sur la partie transmission. Donc aujourd'hui, ce sont bien les marques de coloration végétale qui forment les coiffeurs là-dessus. Il n'y a pas de cursus pour le moment en couleur végétale. Je voulais savoir, pour vous, dans les questions un peu d'inspiration, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré et vos sources d'inspiration pour vous lancer dans cette aventure de la coloration capillaire 100% végétale? Alors, j'ai pas une source en végétal. J'avoue que je pensais plutôt à d'autres femmes entrepreneurs, en fait, sur le fait de se lancer, Allez-y. d'entreprendre, et de croire en soi et son projet, surtout. Donc, je pensais par exemple à Pauline Léniaud, qui est la fondatrice Ouais. de Gémio, une marque de joaillerie, et qui a aussi un podcast qui est super chouette à suivre pour les entrepreneurs. Donc, voilà, type de personnes inspirantes. Mais j'allais Ouais. dire, globalement, les femmes qui entreprennent sont des grandes sources d'inspiration pour moi. Ah, génial. Si vous aviez un choix à faire d'être une plante tinctoriale, laquelle seriez-vous et pourquoi? Je pense que je serais la bourdaine. C'est une plante qui est pas trop connue en coloration capillaire végétale. Alors je sais pas si peut-être en teinture sur vêtements peut-être un peu plus, mais pourtant c'est Un une plante petit qui est peu, mais super c'est... intéressante. Hmm. Un petit D'accord, peu, ok. mais c'est pas non plus. Ok, et donc ça donne quoi comme teinte? Ce qui est intéressant, c'est que en fait, en fonction du pH qu'il va y avoir, elle peut donner des teintes un petit peu différentes. Donc c'est ça que je trouve super chouette avec la bourdaine. Elle va être plutôt jaune en milieu acide.
Donc, par exemple, elle va pouvoir remplacer la camomille en coloration capillaire végétale. Et si on va sur des pH un peu plus basiques, elle va être sur des teintes plus orangées, voire aller sur le rouge. Donc en fait, voilà, c'est une D'accord. plante changeante et pour ça, je trouve ça super intéressant. Est-ce que vous avez des personnes que vous voulez recommander pour le podcast ou même une piste pour moi pour continuer à explorer la coloration capillaire végétale, un acteur que j'ai pas interviewé et que vous trouvez pertinent d'aller consulter? Alors moi, ça fait quelques années que j'habite sur Toulouse et du coup, ça m'a fait penser à Terre de Pastel. Donc en fait, c'est un organisme qui cultive à nouveau le pastel puisque c'est une plante tinctoriale qui a été cultivée pendant des années à Toulouse. Donc c'est vraiment un patrimoine en fait. Et donc du coup, il y a tout un musée sur le pastel où ils parlent de cette plante tinctoriale, de comment ils font les cocaignes, etc. Donc c'est super intéressant. Et aujourd'hui, ils utilisent vraiment tout ce qu'ils peuvent sur cette plante. Ils font des cosmétiques, ils ont un spa, etc. Ils font de la teinture, bien sûr, sur les vêtements. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant. Moi, j'ai été en contact avec eux, j'ai eu l'occasion de visiter. Donc je me suis dit pourquoi pas aussi valoriser une plante du patrimoine local. Donc ça pourrait peut-être être Tout à fait. intéressant de parler. Ouais, c'est une super bonne idée. Bah écoutez, en plus je connaissais pas Terre de Pastel, donc je vais aller creuser avec plaisir. Bah écoutez, merci beaucoup Elfie pour cet échange et ce partage autour de la coloration capillaire 100% végétale. Bah, Avec plaisir. je vous remercie. Merci à vous. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arecovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!